Nous allons retrouver dans quelques instants Guillaume Bigot, politologue, et nous sommes également en direct avec Nicolas Corato. Bonsoir Nicolas. Et bienvenue sur Sud Radio. Nicolas Corato, fondateur du think tank Place de la République, auteur du livre Grandes plaidoiries et grands procès, c'est l'art de l'éloquence depuis le 15e siècle. C'est publié chez Redium. Au programme ce soir des voix de la politique, nous allons parler dans quelques minutes du Brexit. La France doit-elle tordre le cou aux Britanniques dans les négociations de la dernière ligne droite avant la séparation entre les Britanniques et l'Union européenne? Et nous parlerons également tout de suite d'Emmanuel Macron. Est-il en mesure de se rabibocher avec la jeunesse, de renouer avec les jeunes? C'est du moins ce qu'il a tenté de faire dans son interview Fleuve aux médias en ligne brut il y a quelques jours. On en parle tout de suite sur Sud Radio. Je le disais, Emmanuel Macron qui a donné une interview surprise qui n'avait pas été annoncée au préalable sur le média en ligne brut. Interview en direct et en vidéo au cours de laquelle de nombreux jeunes ont pu lui poser leurs questions. Emmanuel Macron qui a pu s'exprimer sur de nombreux sujets comme par exemple le fait de proposer une liste de noms issus de la diversité à partir de laquelle on pourrait rebaptiser certaines rues et certaines places en France. Ça, c'est pas que pour les jeunes, c'est pour tout le monde. Emmanuel Macron qui a aussi tenu à s'exprimer et à envoyer des signaux à une partie de la jeunesse française qui s'estime trop souvent contrôlée par la police, y compris au faciès. Écoutez. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on a une couleur de peau qui n'est pas blanche, on est beaucoup plus contrôlé. Parce qu'on est identifié comme étant un facteur de risque, de problème, et que c'est insoutenable. Alors cette intervention, en tout cas cette phrase, a été vivement critiquée. Elle a même fait bondir les syndicats de police qui ont annoncé une quasi-grève, en tout cas pour les deux syndicats majoritaires. Était-ce un geste en direction des jeunes, en tout cas des quartiers français? Nicolas Corato. On est habitué à la plasticité d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire à chaque média un discours, à chaque audience un discours, et puis un message qui est censé s'adapter aux gens qui l'écoutent, aux gens auxquels il s'adresse. Donc c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Après ce que le chef de l'État dénonce est une réalité. Il y a d'autres réalités sociales dans ce pays. Le contrôle au faciès ? Oui, le contrôle au faciès, c'est une réalité. On ne découvre pas en 2020 le contrôle au faciès. C'était déjà une réalité dans les années 70, dans les années 80, dans les années 90. C'est une chose qui existe, qui n'existe d'ailleurs pas qu'en France. Et le chef de l'État, je veux dire, ne peut pas ignorer ce fait social. Ce que fait le chef de l'État, c'est qu'il choisit en fait de mettre la focale et la lumière sur certaines choses en fonction de son auditoire. C'est peut-être là où il y a un sujet. C'est-à-dire que parler des contrôles au faciès, c'est très bien. Parler également des violences que subissent les forces de l'ordre ou les forces de sécurité civile lorsqu'elles interviennent dans certains quartiers en France, c'est aussi une chose qu'il aurait pu rajouter. Mais on voit bien on a l'impression qu'il imagine que seuls les jeunes ont écouté son message sur Brut. Non, tout le monde l'a écouté. Donc il fait un pas en direction des jeunes, mais il se fâche avec les policiers. Mais bon, je crois que c'est tout à fait déterminant et c'est voulu. Voilà, on a vu Emmanuel Macron, comme vous le disiez, s'exprimer sur des supports extrêmement différents. C'est-à-dire qu'il y a quelques jours, c'était sur Brut. Il était interrogé notamment par un certain nombre de jeunes Français qui lui posaient directement des questions. Une autre interview, il y a plusieurs mois, était dans le magazine Valeurs Actuelles. C'est vrai que le ton était complètement différent. Alors la question qu'on pourrait se poser, Nicolas Corato, c'est est-ce qu'on peut en même temps parler aux jeunes, peu suspects de voter très à droite, et en même temps parler à un électorat plus à droite, tout en faisant en sorte que les uns et les autres votent pour lui aux prochaines présidentielles? Mais vous l'avez dit, Jean-Marie, c'est le mot parler qui est en cause, parce qu'en fait, un chef d'État, un président de la République, ce qu'on attend de lui, c'est donner du sens à l'action publique, c'est de l'action. Or, quelle est l'action publique de ce président sur les contrôles au faciès? Bon, on a compris qu'on aurait une plateforme, un numéro vert. Quelle est l'action de ce président de la République contre les violences policières? On ne sait pas très bien. Est-ce qu'on réforme l'IGPN ou pas? On ne sait pas. Quelle est l'action de ce président de la République pour protéger les forces de l'ordre par rapport aux attaques dont elles sont victimes? On ne sait pas très bien non plus. On n'a pas très bien compris les instructions qui étaient données au préfet de police allemand pendant les manifestations. Alors qu'on soit d'accord ou pas avec cette loi, il y a quand même au moins un article de la loi de sécurité globale qui est censé protéger les policiers pour des menaces qu'ils subiraient après leur intervention. Et cet article est extrêmement décrié. Il est porté par la majorité qui soutient Emmanuel Macron.
Oui, enfin, il est porté à bout de bras et certains députés, y compris de la majorité présidentielle, préféreraient laisser tomber ce fardeau qui devient très très lourd. Donc il fait même pas l'unanimité dans la majorité. Et d'ailleurs, tout le monde sait très bien, les juristes, les techniciens qui connaissent le sujet par cœur, vous diront qu'il n'y avait pas besoin de cet article pour protéger l'intimité des policiers qui seraient mis en cause nommément personnellement sur les réseaux sociaux. Ça, j'ai bien compris, c'est pas le débat. Ce que je voulais dire par là, c'est qu'il y a en tout cas cette majorité à essayer de prendre des mesures, à droite ou pas, ça c'est autre chose, pour aller en direction des policiers. C'est ça que je voulais dire, Nicolas. Mais oui, mais c'est ce en même temps qui est compliqué à suivre. Encore une fois, on pourrait avoir une grande loi de sûreté nationale et pas de sécurité, de sûreté qui mette à l'abri autant les citoyens par rapport aux tentatives autoritaires et violentes de leur police quand elle agit, et qui permettent également de réhabiliter la police comme une police républicaine capable de ramener l'ordre républicain là où il en a besoin. Mais ce problème, c'est que chez Macron, on a du marketing politique, c'est-à-dire que je fais une loi pour les policiers qui sont gentils, ensuite je fais une loi contre les policiers qui sont méchants, ensuite je fais une loi pour les jeunes gentils, et puis une loi contre les jeunes méchants, et à un moment, on n'arrive plus à comprendre quel est le sens de l'action publique, ni quel est le sens politique de ce que nous propose Emmanuel Macron pour notre projet social et sociétal. On va continuer à en débattre sur Sud Radio. Guillaume Bigot nous a rejoint, politologue, auteur du livre Populophobie, pourquoi il faut remplacer la classe dirigeante française. C'est chez Plomb. Guillaume Bigot, la question du jour, en tout cas du soir plutôt sur Sud Radio. Emmanuel Macron peut-il se rabibocher avec la jeunesse qui avait beaucoup voté pour lui en 2017, beaucoup moins dans les élections qui ont suivi. En tout cas, c'est à destination d'une bonne partie de la jeunesse de France qu'était destinée son interview sur Brut. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. J'ai écouté, je me suis infligé, pas à cause de vous, Jean-Marie, je vous rassure, ni même de Sud Radio, ni nos auditeurs, mais je me suis infligé, parce que c'est un peu mon métier aussi de réfléchir aux enjeux, rapport de force politique dans le pays, ce très long entretien de plus de 2 heures, parce que normalement, vous savez, sur Internet, ce sont des formats impactants de 2 minutes, 2 minutes 15. Là, c'est le contraire. Les jeunes ne peuvent pas réfléchir plus de 2 minutes, ce que nous expliquent les experts de l'intelligence artificielle, qui nous étudient comme des rats de laboratoire depuis la Californie. Donc, ce président de la République, qu'est-ce qu'il a dit ? Pendant 2h30, il a parlé 45 minutes exactement de la colonisation. Donc, je ne crois pas du tout qu'il s'adresse à toute la jeunesse. Je crois qu'il s'adressait, parce que c'est son truc, de segmenter. Il n'y a pas de culture française. Je vois ici des gens du Cap-Vert, je vois ici des Algériens, je vois ici des Tunisiens, je vois ici des Marocains, etc. Donc, lui, il est parti dans son trip communautariste. Il n'en démord pas. Il dit un peu le contraire, parce qu'il a compris que ça ne marchait pas très bien. Mais il n'en démord pas. Et donc, il envoie des signaux, des appels du pied à une jeunesse dont... vis-à-vis de laquelle, à mon avis, il n'est pas du tout respectueux, parce que les enfants de 3e génération d'immigration, qu'ils aient la même couleur de peau que vous, que moi, ou que Nicolas Corato, ou que d'autres, ce qu'ils veulent, c'est d'être partie prenante de notre nation, qui est la leur d'ailleurs. Ils veulent un travail, ils sont comme tous les Français, ils veulent de la croissance économique, ils veulent un grand pays, ils ne veulent pas qu'on leur parle de ce qu'ont vécu leurs grands-parents. Ce n'est pas leur sujet central. Et s'il y a des petits idéologues, des fanatiques qui essaient de diviser le pays en jetant du sel sur les plaies ou sur les cicatrices de l'histoire, en expliquant d'ailleurs que la France était l'horreur parce qu'elle a torturé en Algérie. Bon, tout ça n'a pas de sens, ça ne va pas du tout aider les Français, quelles que soient leurs origines, à se faire une place dans la société. La jeunesse, en fait, elle est restée au bord de la route parce que tout a été fait depuis 30 ans pour favoriser les vieux et les rentiers. C'est ça la réalité. M. Macron fait cette même politique encore et toujours. Et donc, il essaye de détourner l'attention en parlant de la torture en Algérie. C'est complètement délirant, quoi. Nicolas Corato, comment on explique que ce soit le même président qui, il y a plusieurs semaines, fait un grand discours, fleuve et même fondateur, qui a eu énormément de répercussions contre le séparatisme, et en même temps qu'il se livre à ce genre de propositions, ou du moins de propos dans une interview non moins fleuve sur le média en ligne Brut? Lequel est vrai, lequel est vraiment Macron, lequel ne l'est pas, celui du séparatisme ou celui de Brut? mais nul ne le sait, pas même lui-même. Je pense qu'Emmanuel Macron est d'abord un politicien avant d'être un homme politique. Et effectivement, qu'il pense que et c'est possible, peut-être que l'opinion n'a pas de mémoire et que ce qu'il dit il y a 15 jours sera oublié quand il dira le contraire 15 jours après. C'est un fonctionnement auquel il nous a habitués depuis le début de son mandat. Pour revenir sur la jeunesse, qui est très intéressant, qu'a fait Emmanuel Macron depuis le début du confinement pour la jeunesse? Qu'est-ce qui a été fait, par exemple, pour les étudiants?
Est-ce que Emmanuel Macron a demandé aux banques de suspendre les remboursements des prêts étudiants qu'ont souscrit des milliers d'étudiants en France et qu'ils remboursaient grâce à des petits boulots qu'ils n'ont plus aujourd'hui? Voilà des questions peut-être auxquelles les étudiants attendaient une réponse concrète. Où est la réponse du gouvernement? Où est la réponse du président de la République? Je suis tout à fait d'accord avec ça. On peut faire des leçons d'histoire et moi je suis tout à fait d'accord pour qu'on revienne sur l'histoire coloniale de ce pays. C'est une chose qui me distingue de mon ami Guillaume. Mais quand on fait des leçons d'histoire, on fait aussi des leçons sur le présent. Et ce qu'on attend d'un président de la République, c'est qu'il s'occupe du présent et aussi du futur. Et c'est vrai qu'il y a la politique de la jeunesse est la très grande oubliée de ce quinquennat. La jeunesse a été sacrifiée par ce quinquennat bien avant le confinement. Et je vous propose d'écouter, parce qu'il n'a pas parlé que des jeunes, un autre passage de cette interview fleuve aux médias en ligne brut. C'était le vrai faux suspense d'Emmanuel Macron. Et peut-être que je ne pourrais pas être candidat. Peut-être que je devrais faire des choses dans la dernière année, dans les derniers mois, dures, parce que les circonstances l'exigeront, et qui rendront impossible le fait que je sois candidat. Je n'exclus rien. On a vécu des choses qui étaient absolument imprévisibles. Donc je ne prévois rien. Alors je sais que c'est frustrant, Nicolas Corato et Guillaume Bigot, mais je vais vous poser une question qui appelle une réponse en oui ou non. Emmanuel Macron, d'après vous, sera-t-il candidat en 2022 malgré ce qu'il vient d'essayer de dire? Et Nicolas? Je suis incapable de vous répondre, mais j'ai trouvé cette phrase très inquiétante. Qu'un président de la République aujourd'hui vous dise « je ferai des choses très dures », sans préciser quoi, sans oser nous dire quoi. Moi, je trouve ça excessivement grave et très inquiétant. Qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase? Ça veut dire qu'il en a encore sous le coude et qu'il a prévu tout un tas de nouvelles mesures extrêmement restrictives, soit pour les libertés, soit pour l'économie, soit pour le social. Qu'est-ce que veut dire cette phrase? Cette phrase, elle est très lourde Ah oui, elle m'inquiète fortement et je pense qu'elle peut inquiéter tous les Français. Encore une fois, Emmanuel Macron a du mal à dire la réalité, à décrire la réalité de son exercice du pouvoir et à dire exactement là où il nous amène. Et manifestement, il n'a pas très envie de nous amener vers les jours heureux, comme il le disait encore au mois de juin. Guillaume Bigot? Pour répondre à votre question, vous vouliez par oui ou par non? Moi, je pense que, est-ce que ça signifie, quand il dit ça, qu'il pourrait ne pas vouloir se représenter à la mode de François Hollande? Non. Soit il va se représenter, soit il veut, d'une certaine façon, faire sortir la France de la démocratie. Vous allez, les cheveux vont se dresser sur la tête. Parce que c'est très simple et à la fois inconcevable, mais je reprends ses propres termes. Des choses qui n'étaient pas concevables, maintenant, ont été conçues. D'accord? Suivez mon raisonnement. Voilà quelqu'un qui est élu président de la République française. Il vous parle de souveraineté européenne. Alors, on peut trouver l'Europe que c'est une idée très sympathique. Elle n'est pas antipathique, cette idée de l'Europe. Mais l'Europe, c'est le bon et c'est le saut au-delà de la démocratie, dans autre chose que la démocratie. En tout cas, de votre point de vue. Non, c'est pas de mon point de vue, c'est du point de vue de n'importe quel constitutionnaliste, de n'importe quel juriste sur la planète. Si un juriste vous dit que la Commission européenne, c'est de la déméocratie, il vous mentira. Et du coup, le rapport que vous faites assez rapidement. Je dis que si cet homme pense à la souveraineté européenne, c'est-à-dire pense déjà que l'avenir de la France est se diluer dans un grand tout européen dont qu'il n'est aujourd'hui pas démocratique ou pas à 100% démocratique, c'est quelqu'un qui a cette idée qu'il y a quelque chose après la démocratie. Parce que c'est contenu dans cette expression. Mais il y a trois ou quatre autres réalités. La première réalité, c'est très simple, c'est que le pays est aujourd'hui a suspendu des libertés, ça s'appelle l'état sanitaire. Deuxièmement, il y a une situation avec un terrorisme djihadiste homeground, comme on dit, made in France, tout à fait, qui a fait en sorte qu'il y a déjà eu un état d'urgence et qu'il pourrait y avoir à nouveau un état d'urgence. Et troisièmement, on a une situation qui était quasiment insurrectionnelle avec les Gilets jaunes, dans une situation économique et sociale qui était moins dégradée. Donc si demain, on aura forcément, et c'est aussi le sens de la loi sur la sécurité globale, pourquoi surveiller les manifestations par drone, vous craignez en tout cas une restriction, et d'ailleurs tous les deux, vous craignez une restriction supplémentaire des libertés d'ici 2022. Guillaume Bigot, comme souvent, vous avez parlé d'Europe, ça tombe très bien. Transition toute trouvée pour notre deuxième débat dans quelques instants sur Sud Radio. Parlons du Brexit. Les négociations extrêmement musclées sont en train de se terminer aujourd'hui même entre la Grande-Bretagne et le reste de l'Union européenne. C'est la France qui coince et qui menace de mettre son veto. La France doit-elle se montrer intraitable avec les Britanniques avant de régler le divorce? On en parle dans un instant sur Sud Radio.
Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Jean-Marie Bordry, les voix de la politique. Les voix de la politique comme tous les lundis soirs sur Sud Radio avec Guillaume Bigot et Nicolas Corato. Quelques heures ou quelques jours avant le divorce, je parle du Brexit. La France doit-elle se montrer intraitable avec les Britanniques dans les négociations de la dernière ligne droite qui ont lieu en ce moment même? Négociations très difficiles qui coincent et où la France d'ailleurs bombe le torse. C'est la France qui menace, sous l'impulsion d'Emmanuel Macron, de mettre son veto à l'issue des négociations. Il n'y aura peut-être pas d'accord entre la Grande-Bretagne et les pays d'Europe. Ça coince sur plusieurs sujets. D'abord, les règles de la concurrence entre la Grande-Bretagne et les pays d'Europe. L'accès aux pêcheurs européens, y compris français, dans les eaux britanniques, notamment, ce sont les deux points les plus difficiles. Est-ce que la France doit faire payer les Britanniques qui veulent partir? Nicolas Corato. Oui, bien sûr. Pourquoi ils ne paieraient pas? Je veux dire, l'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes, ils ne l'aiment plus, ils l'ont quitté, ils en payent le prix. Il est hors de question que on peut pas dire les souverainistes, et puis ne pas être souverainiste, y compris de manière européenne, lorsque l'occasion nous est donnée de défendre nos intérêts. Et là, il s'agit des intérêts de la France et plus largement des intérêts de l'Europe. Moi, je suis un souverainiste européen. Voilà, je suis pour une Europe qui redevienne souveraine. C'est peut-être ce qui me distingue de Guillaume Bigot. Redevienne, pour qu'elle l'ait été un jour. Qui redevienne, parce que moi, je crois aussi qu'on a plus une culture européenne qu'une culture française. Mais la vraie question, oui, bien sûr qu'il faut être intraitable sur ce traité. Et on peut regretter que la France soit très isolée en Europe, puisqu'en fait, l'Allemagne a plutôt envie de ménager son partenaire commercial préféré, qui est aujourd'hui le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne. C'est assez étonnant quand même, Nicolas, parce que certes, les Allemands vendent beaucoup de voitures en Grande-Bretagne. Nous, on vend pas mal de foie gras et pas que. Comment expliquer que la France d'Emmanuel Macron écoute moins ses lobbies industriels ou agricoles que l'Allemagne? Moi, je crois qu'aujourd'hui, il y a deux sujets importants. Il y a la pêche, qui est un sujet social et économique très important. Et c'est vrai que si on n'arrive pas à un accord ou si on n'arrive pas à tordre le bras aux Britanniques sur la pêche dans leur zone maritime, on va perdre quasiment ce qui nous reste de flotte de pêche en mer du Nord et dans la Manche. Donc, il y a ce sujet-là. Et puis, je pense qu'il y a un problème de positionnement d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron ne peut pas laisser partir la Grande-Bretagne avec un accord mou. Sinon, c'est la fin de son projet européen tel qu'il l'imagine. Mais ça demande quand même à un moment ou à un autre, je veux dire, un choc politique en Europe sur ce qu'est la souveraineté européenne et comment on la protège. Vaste question à poser à Guillaume Bigot, qui aura le mot de la fin. Guillaume, les Européens, y compris les Français, ont payé pendant des années pour que les Britanniques restent. Ça s'appelait le chèque britannique. Est-ce qu'il n'est pas temps de se faire rembourser par les Britanniques qui veulent partir ? Vous savez, je pense que ce sont des négociations de boutiquiers. En réalité, ça va être dicté par des intérêts économiques et chaque pays va prendre sa petite calculatrice et avant d'arrêter une position, de voir ce qu'il perd et ce qu'il gagne. Enfin, c'est une balance coût-avantage. Parce qu'en fait, c'est ça l'Europe, ce qu'on nous vend comme la future grande puissance du XXIe siècle, ou en tout cas comme une puissance, ou comme la défense des intérêts de tous les Européens dans le monde. C'est rien d'autre qu'une association de boutiquiers. C'est de la politique agricole commune, c'est de la monnaie et c'est une zone de libre-échange. Voilà, donc ce sont essentiellement des intérêts économiques et même dans ce domaine, chaque pays a ses propres intérêts. C'est la preuve avec la France qui n'est pas toujours d'accord avec les autres. Voilà. Mais au-delà de ça, qui soutenez-vous? Est-ce que c'est mieux pour vous, qui êtes souverainiste, que l'accord soit favorable à la Grande-Bretagne ou plutôt favorable aux pays qui sont restés dans l'Union européenne? Là, c'est pas que mon cœur balance, c'est que je pense qu'il faut qu'il y ait une défense, bien sûr, des intérêts nationaux français, ça c'est normal. S'il passe à travers la défense des intérêts européens, il passe à travers la défense des intérêts européens. Moi, je suis un pragmatique, je ne suis pas un idéologue. Par contre, je pense qu'il y a pour le coup quelque chose qui relève du principe. Ce qui relève du principe, c'est que les intérêts, finalement, de la démocratie, le fait que le peuple doit avoir le dernier mot, c'est une question de principe pour nous, pour les Britanniques, pour le monde entier. Et c'est ce qui est en train de se passer. Voilà, et je pense que ça, c'est le plus important. Il vaut mieux défendre la démocratie contre les traités, contre les intérêts des boutiquiers et contre les traités de commerce. Mais en tout cas, les Britanniques ont voulu par référendum sortir de l'Union européenne et c'est quoi qu'il arrive ce qui est en train de se passer. J'aimerais vous remercier tous les deux d'être intervenus comme tous les lundis soirs sur Sud Radio. Guillaume Bigot, politologue, Nicolas Corato, fondateur du think tank Place de la République. À lundi prochain, les amis de